De par le monde, dans les royaumes de la glace, de l'eau et de l'ombre, de silencieux souverains tiennent leur cours. Leur autorité est absolue et écrite dans le langage de l'instinct. Ce sont les prédateurs suprêmes, les maîtres incontestés de leur domaine. Chacun a été sculpté par le temps pour devenir une parfaite incarnation de la puissance et de l'efficacité. Leurs règnes ne sont pas régis par des décrets, mais par les lois brutes et intransigeantes de la nature. Un ballet constant de vie et de mort qui façonne le monde qui les entoure. Bien que leurs royaumes soient séparés par la géographie et la biologie, ils sont liés entre eux en tant qu'arbitres ultimes de la survie, les couronnes vivantes du grand dessein de l'évolution. Pourtant, les chemins qu'ils empruntent, qu'ils nagent ou qu'ils rampent, pour parvenir à cette domination sont profondément différents, dictés par un feu interne invisible. Il s'agit d'une exploration de 6 de ces maîtres de la prédation, chacun étant le témoignage d'un modèle unique de réussite. Les comprendre, c'est comprendre la machinerie complexe de la vie elle-même, les diverses stratégies qui mènent au sommet de la chaîne alimentaire. Nous voyagerons vers la vaste étendue gelée de l'Arctique, un monde d'un blanc pur et d'un bleu cristallin, où un vagabond solitaire patrouille les frontières changeantes de la banquise. Son existence est un témoignage d'endurance face au froid. Puis nous plongerons dans les profondeurs glacées où un groupe coordonné de chasseurs océaniques glisse dans l'eau, incarnant une forme d'intelligence collective si avancée qu'elle frise la culture. Loin au sud, dans le calme trouble et primitif d'une rivière tropicale, une sentinelle blindée est à l'affût, une relique vivante dont la forme a défié le temps lui-même, tandis que dans les forêts humides et hantées de l'Asie, un fantôme rayé rôde dans les sous-bois, une force solitaire d'agilité et de force brute. Et encore plus profondément, dans le dense et humide labyrinthe d'un marécage d'Amérique du Sud, une force silencieuse et fluide se fond dans l'eau, une incarnation de l'obscurité suffocante d'en bas. Enfin, dans ces mêmes jungles ombragées, un traqueur tacheté se faufile dans la canopée, et les rivières, le souverain incontesté de la terre et de l'eau, une créature qui a maîtrisé 2 royaumes. Il s'agit des royaumes de l'ours polaire, de l'orque, du crocodile, du tigre, de l'anaconda et du jaguar. Chacun est au sommet de sa chaîne alimentaire respective, un souverain dont la routine quotidienne révèle une solution unique aux défis universels de l'existence. Mais pour vraiment comprendre leur chemin divergent vers le pouvoir, nous devons regarder au-delà de leurs dents et de leurs griffes, jusqu'au cœur même de leur être. Un profond gouffre physiologique sépare les mammifères à sang chaud des reptiles à sang froid, une division qui dicte chaque facette de leur vie. L'ours polaire, l'orque, le tigre et le jaguar mènent une guerre interne constante pour générer de la chaleur, brûlant des calories à un rythme féroce pour maintenir la température de leur corps face aux exigences de leur environnement, qu'il soit glacial ou humide. Ils sont esclaves d'un métabolisme à haut indice d'octane qui exige un carburant constant. Le crocodile et l'anaconda, en revanche, sont des maîtres de la conservation, exploitant l'énergie de leur environnement avec une efficacité qui frise le surnaturel. Ce sont des créatures de patience, alimentées par le soleil et la chaleur ambiante de leur monde. Cette différence fondamentale dans leur économie interne dicte chaque mouvement, chaque stratégie, chaque moment de repos et chaque acte explosif de prédation. C'est le fil invisible qui relie leurs règnes solitaires ou sociaux, révélant comment des modèles de vie aussi divers peuvent aboutir à la même conclusion ultime, la domination absolue. Mais comme nous le verrons en cette ère de changement sans précédent, ce qui était autrefois un modèle de réussite pourrait bien être aujourd'hui une carte menant à l'extinction. Notre voyage dans ce monde d'extrêmes commence dans le plus rude de tous, un royaume de glace au sommet du monde, régi par une créature dont l'essence même est liée au froid. Ici, nous rencontrons un vagabond vêtu de blanc, le grand ours du Nord, Ursus maritimus. L'existence de l'ours polaire est une négociation continue et impitoyable avec les lois de la thermodynamique. Dans l'Arctique, un environnement défini non pas par la présence de la vie, mais par la rareté de la chaleur,
Chaque calorie est une unité précieuse de survie, une petite étincelle contre un hiver sans fin. La vie de l'ours est un exercice complexe et perpétuel d'équilibre d'un budget énergétique précaire, un grand livre biologique où une seule erreur de calcul peut signifier la différence entre la survie et le fait de succomber au froid. Sa conception même, si parfaitement adaptée à ce monde de glace, a un coût métabolique incroyablement élevé. Il en coûte à un ours polaire 2 fois plus d'énergie pour se déplacer que la plupart des autres mammifères terrestres de taille comparable, une taxe physiologique levée par son immense masse et le terrain difficile et changeant de neige et de glace brisée qu'il doit traverser. Cette réalité dicte chaque décision, de la lenteur et du rythme délibéré de sa marche, un rythme conçu pour minimiser les dépenses d'énergie, à la patience et au profond calme de sa chasse. Et si je vous disais que le plus grand mensonge concernant l'ours polaire est qu'il est fait pour le froid? En réalité, c'est une fournaise tropicale enveloppée de la meilleure isolation du monde, et sa vie est un combat constant pour ne pas bouillir. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque nous commençons à faire fondre son climatiseur, la banquise. Cette profonde dévotion au silence provient d'un paradoxe central dans l'existence de l'ours polaire. Sa plus grande difficulté métabolique n'est pas, comme on pourrait le supposer, de rester au chaud, mais d'éviter la surchauffe. C'est une créature conçue pour une isolation superbe. Une épaisse couche de graisse, allant jusqu'à 11 cm d'épaisseur, repose sous sa peau. Une réserve de graisse riche en énergie qui sert à la fois de garde-manger et d'isolant. Au-dessus se trouve un sous-poil dense, lui-même protégé par une couche de longs poils de garde creux. Ces poils de garde ne sont pas blancs. Ils sont translucides et diffusent la lumière, créant leur apparence blanche tout en emprisonnant l'air pour une isolation encore meilleure. Sous cette magnifique fourrure, la peau de l'ours est noire, parfaitement conçue pour absorber et stocker la chaleur radiante du soleil. Ce système multicouche est si étonnamment efficace que l'ours se déplace généralement à une vitesse tranquille d'environ 5 km/h pour éviter le stress thermique. C'est une thermos ambulante, parfaitement scellée contre le monde extérieur. Une charge complète, bien qu'une démonstration époustouflante de puissance pouvant atteindre 40 km/h, est un acte de désespoir. Elle ne peut être maintenue que pendant quelques secondes avant que la température interne de l'ours n'atteigne des niveaux dangereux. Le four à l'intérieur brûle trop chaud, trop vite, faisant des poursuites prolongées une impossibilité énergétique. Ce paradoxe physiologique, la nécessité de conserver l'énergie tout en étant vulnérable à la surchauffe, dicte tout le rythme de sa vie. Le repos n'est pas un luxe mais un pilier de la survie, un retrait stratégique du bord de l'effondrement énergétique. Un ours polaire peut passer jusqu'à 20 heures par jour dans un état de repos, un nombre qui peut grimper jusqu'à un étonnant 87% de son temps lorsque la glace de fonte de l'été le force à terre, le coupant de ses aires de chasse principales. Ce repos n'est pas une simple paresse, c'est une stratégie active et vitale de conservation de l'énergie. Ils dorment par longues phases de 7 à 8 heures, un peu comme les humains, mais font également de fréquentes siestes, surtout après une chasse réussie pour consolider leurs gains énergétiques. Leurs arrangements de sommeil sont des modèles d'adaptation pratique. Dans les vents d'hiver mordants, ils creusent des fosses peu profondes dans la neige, tournant le dos à la tempête. Ils dorment profondément pendant les blizzards, la neige qui s'accumule offrant une couche d'isolation supplémentaire, et ils peuvent rester dans ces repères temporaires pendant des jours jusqu'à ce qu'une tempête se calme. Cette profonde dévotion au silence n'est pas seulement un prélude à la chasse, elle en fait partie intégrante. Même dans un monde de lumière du jour estival constante et de nuits hivernales sans fin, les ours maintiennent un rythme interne. Ils sont généralement diurnes, avec un pic d'activité autour de midi. Cette horloge biologique interne, ou rythme circadien, les maintient synchronisés avec leur environnement, même lorsque le soleil ne fournit pas d'indices fiables.
Cette routine est liée à un toilettage méticuleux. La fourrure d'un ours polaire est un outil thermique sophistiqué, et son efficacité dépend de sa propreté et de son maintien au sec. La fourrure emmêlée et sale perd ses propriétés isolantes vitales. Après s'être nourri de couenne de phoque, un ours passera souvent jusqu'à 15 minutes à se laver, soit en plongeant dans l'eau libre glacée, soit en frottant vigoureusement son corps avec de la neige. Il lèche méticuleusement ses pattes et son museau, utilisant sa langue rugueuse pour enlever toute trace de graisse et de sang. Ce n'est pas un acte de vanité, mais l'entretien essentiel de son armure contre le froid implacable. Avec son armure physique contre le froid parfaitement entretenue, l'ours peut se concentrer sur la chasse, qui ne commence pas par la vue, mais par une inspiration. Le monde de l'ours polaire est un paysage d'odeurs, et son grand nez noir est son instrument sensoriel le plus important. Son bulbe olfactif, la partie du cerveau responsable du traitement des odeurs, est 5 fois plus grand que celui d'un humain, par rapport à la taille de son crâne. Cela lui donne un sens de l'odorat qui est presque au-delà de notre compréhension. Il peut repérer un phoque au repos sur la glace à près de 32 km de distance ou localiser l'emplacement exact d'un trou de respiration de phoque dans la glace à plus d'1 kilomètre de distance, sentant les faibles traces chimiques de l'haleine du phoque dans l'air glacé. C'est ce sens extraordinaire qui guide l'ours à travers la vaste étendue apparemment sans visage de la glace de mer, le dirigeant vers les garde-manger cachés sous la neige. La stratégie de chasse la plus courante est la chasse à l'affût, une méthode qui est l'incarnation de l'éthique de conservation de l'énergie de l'ours. Guidé par son nez, l'ours localisera un aglu, un trou de respiration que les phoques maintiennent dans la glace épaisse. Il attendra alors, totalement immobile, son corps bas au sol, pendant des minutes ou, plus souvent, pendant des heures. Tout le paysage est figé dans un état d'attente tendue. Le seul mouvement est la vapeur de son haleine se cristallisant dans l'air glacé. Lorsqu'un phoque annelé fait finalement surface pour respirer, sa tête traversant la surface à l'intérieur de la cheminée étroite de glace, le silence est brisé par une frappe soudaine et décisive. L'ours se jette, mordant la tête ou le haut du corps du phoque, et utilise son immense force du haut du corps et ses puissantes pattes avant pour tirer l'animal, qui peut peser jusqu'à 90 kg hors de l'eau et sur la glace en un seul mouvement fluide. Lorsque les phoques se couchent sur la glace pour se prélasser au faible soleil de l'Arctique, l'ours devient un fantôme. Sa fourrure blanche offre un camouflage presque parfait contre la neige et la glace. La fourrure raide et dense sur ses pattes massives amortit le bruit de son approche, tandis que les coussinets granuleux et antidérapants offrent une traction. Il se faufile vers sa proie avec des mouvements lents et délibérés, utilisant toute couverture disponible, comme les congères ou les blocs de glace. Il se fige sur place, souvent pendant plusieurs minutes, si le phoque lève la tête. Quand il est à seulement quelques mètres de distance, il déclenche cette charge brève et insoutenable. Une variante de ceci est l'approche furtive par l'eau, une stratégie d'une furtivité époustouflante. L'ours glissera dans l'eau glacée, souvent à une distance considérable de sa cible, nageant silencieusement vers un flot de glace où un phoque se repose. Avec seulement sa tête et son museau au-dessus de la surface, il ressemble à un morceau de glace à la dérive. Il fera alors surface de manière explosive par le bas, essayant de saisir le phoque avant qu'il ne puisse se glisser en toute sécurité dans l'eau. Cette chasse inlassable et solitaire pour une source de nourriture mobile signifie que l'ours polaire est un roi sans royaume traditionnel. Il ne défend pas un territoire fixe avec des frontières définies. Au lieu de cela, il parcourt une zone domestique vaste qui peut englober des milliers de kilomètres carrés, ses mouvements dictés non pas par des lignes sur une carte, mais par la dérive saisonnière de la glace de mer et la distribution de sa proie. Cette vie solitaire et nomade est un reflet de sa source de nourriture principale, le phoque annelé, qui est lui-même une créature solitaire.
Pourquoi défendre un morceau de glace vide lorsque le garde-manger est en mouvement constant? Les rencontres avec d'autres de son espèce sont rares, mais éclairantes. Bien que généralement solitaires, ils ne sont pas antisociaux. À une source de nourriture concentrée, comme l'énorme carcasse d'une baleine échouée, une hiérarchie sociale claire et complexe émerge. Les plus grands mâles sont dominants, et un langage sophistiqué de posture et de son régit les interactions. Un ours subordonné s'approchera avec une démarche lente, la tête basse. Un contact doux de museau à museau est une demande polie de partage. Mais toutes les rencontres ne sont pas pacifiques. Le calcul intense de la survie signifie qu'un autre ours polaire peut être la plus grande menace. Les mâles adultes sont un danger constant pour les jeunes, et une mère avec des oursons fera un détour par tout mâle. L'infanticide peut être causé par une simple faim, mais il peut aussi être une stratégie de reproduction calculée. En retirant les oursons d'une femelle, un mâle peut la ramener à l'œstrus, créant une opportunité immédiate de transmettre ses propres gènes. Le lien social le plus profond est celui entre une mère et ses oursons. Après l'accouplement au printemps, l'ovule fécondé subit une implantation retardée. La femelle passe l'été à chasser, accumulant les réserves de graisse massive dont elle aura besoin pour survivre à l'hiver à venir. À l'automne, les femelles gestantes cherchent des congères à terre pour creuser des tanières de maternité. Dans cette petite chambre isolée par la neige, elle donnera naissance à 1 à 3 oursons minuscules et sans défense. Pendant les 3 à 4 mois suivants, elle ne mangera ni ne boira, survivant entièrement grâce à sa graisse stockée, tout en allaitant ses oursons avec du lait qui contient près de 35% de graisse. Lorsqu'ils émergent au printemps, les oursons sont encore petits et vulnérables, et ils resteront avec leur mère pendant plus de 2 ans, apprenant l'art complexe de la survie dans l'Arctique. Pourtant, cet art complexe de la survie, perfectionné sur des milliers d'années, pourrait ne plus suffire. Les adaptations mêmes qui permettent à l'ours polaire de s'épanouir deviennent un handicap dans un monde qui se réchauffe rapidement. Sa physiologie, si finement réglée pour conserver l'énergie et éviter la surchauffe, est mal adaptée aux nouvelles exigences de son habitat en mutation. Alors que la glace de mer recule plus tôt chaque printemps et se forme plus tard chaque automne, les ours sont contraints à des comportements plus gourmands en énergie. Ils doivent nager de plus longues distances, parfois pendant des jours, couvrant des centaines de kilomètres pour se déplacer entre les flots de glace ou atteindre la terre. Ces nages marathons prélèvent un tribut dévastateur sur leurs précieuses réserves de graisse, créant un paradoxe cruel. Un environnement en mutation les force à des activités que leur corps est spécifiquement construit pour éviter. Cela conduit à une détresse nutritionnelle répandue, qui peut se répercuter sur un succès reproducteur inférieur et une augmentation des comportements désespérés. Le maître de la conservation de l'énergie est conduit à la faillite métabolique par l'effondrement de son royaume gelé. La question qui plane lourdement dans l'air de l'Arctique est inquiétante. Qu'arrive-t-il à une créature de glace et de neige lorsque son monde se transforme en eau? Pour vraiment saisir l'abîme qui sépare ces royaumes de puissance, nous devons quitter le royaume des fours internes ardents et voyager vers un monde alimenté par le soleil lui-même. Nous voyageons vers le sud, vers les cours d'eau primordiaux et troubles des tropiques, où une philosophie de vie entièrement différente prévaut. Ici, dans le silence ancestral, attend un gardien blindé, une relique vivante dont la lignée remonte à l'époque des dinosaures. Il ne génère pas sa propre chaleur, il la prend simplement du monde. C'est le royaume du crocodile, un animal qui a perfectionné l'art de ne presque rien faire, attendant que le monde vienne à lui. Et dans cette attente patiente réside une puissance aussi absolue que celle de l'ours, mais atteinte avec une efficacité qui défie toute croyance. La source de cette incroyable efficacité est un cycle quotidien qui ne commence pas par une chasse à la nourriture, mais par une chasse à la chaleur. En tant qu'ectotherme, son corps est un vaisseau vivant qui doit être rempli de chaleur par le monde extérieur. Son four interne est équipé d'une veilleuse, pas flamboyante. Au lever du soleil, alors que les brumes s'élèvent de la rivière tropicale,
Le grand reptile émerge de l'étreinte fraîche et nocturne de l'eau. Avec des mouvements lourds et anciens, il traîne son corps blindé sur un rivage baigné de soleil ou un banc de sable chaud. Ce bain de soleil n'est pas un acte de loisir, c'est la collecte lente et délibérée de puissance. C'est l'absorption de l'énergie solaire nécessaire pour alimenter son métabolisme, énergiser ses muscles et digérer sa nourriture. Grâce à l'héliothermie, bain de soleil, et à la tigothermie, absorption de chaleur du sol chaud, il augmente méthodiquement sa température interne jusqu'à sa plage optimale, typiquement entre 30 et 33 degrés Celsius. Le crocodile est un maître de la thermorégulation. S'il devient trop chaud, il peut simplement ouvrir ses grandes mâchoires pour faire circuler l'air sur le réseau dense de capillaires dans sa bouche, un radiateur silencieux et bâillant qui refroidit le sang avant qu'il ne retourne au cerveau, où il peut s'orienter loin du soleil pour minimiser la surface exposée au rayonnement direct ou se retirer à l'ombre ou dans l'eau pour se refroidir. Cette dépendance profonde à la chaleur externe est le secret de son incroyable efficacité énergétique. Contrairement à un mammifère, il ne brûle pas de vastes quantités d'énergie pour simplement maintenir sa température corporelle centrale. Cela lui permet de prospérer avec un régime étonnamment petit. Une moyenne de 50 repas complets par an peut suffire à soutenir un grand animal adulte. Son métabolisme est si finement réglé, si économe, qu'en période de pénurie, un grand crocodile peut se passer de manger pendant plus d'1 an, vivant lentement des réserves d'énergie dans ses propres tissus, en particulier dans les dépôts de graisse dans sa queue. Cette maîtrise physiologique est le fondement de son style de vie patient et à l'affût. L'acte de se prélasser au soleil est essentiellement la charge des batteries biologiques du crocodile pour la frappe explosive et rapide, comme l'éclair qui définit son existence. Une fois que le soleil a chargé son corps, la chasse peut commencer comme un exercice de patience sublime. Le crocodile glisse dans l'eau, une transition transparente de la terre au liquide. Il ne fait qu'un avec la rivière. Son corps est un chef-d'œuvre d'ingénierie pour l'embuscade aquatique. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont tous alignés sur la surface supérieure de son crâne puissant et aplati, formant un périscope d'essence. Cette adaptation remarquable permet au reptile de rester presque complètement submergé, son corps massif caché dans l'eau trouble et chargé de sédiments, tout en observant le monde d'en haut. Pour un gnou sans méfiance s'approchant de la berge pour boire, il n'est rien de plus qu'une bûche flottante ou une parcelle de mauvaises herbes, une mésestimation fatale. Submergé, son corps accomplit des merveilles de conservation. Son cœur, une merveille unique à 4 chambres parmi les reptiles, possède une valve spéciale, le foramen de Panizza, qui lui permet de dévier le flux sanguin loin des poumons lorsqu'il retient sa respiration, dirigeant le sang riche en oxygène vers le cerveau et les muscles, où il est le plus nécessaire. Son rythme cardiaque peut chuter à seulement 2 ou 3 battements par minute, lui permettant de rester submergé pendant plus d'1 heure. Il attend. L'arme principale du crocodile n'est pas seulement sa mâchoire, mais l'élément de surprise, alimenté par un ensemble sensoriel exquis. Le long de son museau se trouvent des milliers de minuscules bosses en forme de dôme, connus sous le nom de récepteurs de pression dermique ou organes sensoriels tégumentaires, OST. Ce ne sont pas de simples bosses, ce sont des récepteurs de pression hautement évolués, plus sensibles à la pression et aux vibrations que les bouts des doigts humains. Ils créent une image parfaite de l'eau qui l'entoure, détectant la plus faible ondulation d'un animal assoiffé s'approchant de l'eau, ce qui lui permet de frapper avec une précision extrême, même dans l'obscurité totale. Lorsque ses sens détectent qu'une cible est résolue, l'énergie solaire stockée est libérée. Qu'il s'agisse d'un troupeau de gnous, d'un chevreuil solitaire ou d'un oiseau de rivage, le crocodile ne fait aucune distinction, attendant le moment précis où la proie baisse la tête pour boire. Puis, dans une explosion violente d'eau et de force, le crocodile se précipite. La frappe n'est pas seulement une morsure, mais une attaque du corps entier. Sa queue puissante et aplatie latéralement le propulse en avant à une vitesse étonnante. Les mâchoires,
qui ont la force de morsure la plus puissante de tout animal sur la planète, se ferment avec des milliers de livres de pression. Il n'y a pas d'échappatoire. Si la proie est grande, le crocodile la tirera dans l'eau et engagera sa technique robuste de roulement. En serrant ses mâchoires, puis en faisant tourner tout son corps dans une torsion sauvage, il génère une force de cisaillement énorme qui décompose son repas avec une puissance efficace. Le repas est alors consommé et la longue attente recommence. Bien qu'ils soient souvent considérés comme des chasseurs solitaires, les crocodiles sont capables d'une sophistication cognitive surprenante. Les chercheurs ont documenté des chasses coordonnées où plusieurs individus travaillent ensemble pour rassembler des poissons dans boules d'appât ou pour conduire de plus grandes proies vers des partenaires en embuscade. De tels comportements suggèrent une intelligence sociale complexe, rarement attribuée aux reptiles. En effet, le crocodile, malgré son apparence primitive, possède une vie sociale plus complexe et nuancée que celle de nombreux autres reptiles. Sur Terre, où l'activité principale est le bain de soleil, une ressource partagée et abondante, les crocodiles peuvent être étonnamment tolérants, se rassemblant souvent en grands groupes. Ici, une hiérarchie stricte et une territorialité rigide sont la règle, déterminées par la taille. Les grands mâles établissent la dominance par des affichages spectaculaires. Ils soulèvent leur tête et leur queue hors de l'eau, font vibrer leur corps pour produire des impulsions infrasonores qui voyagent sur des kilomètres à travers l'eau et expulsent l'air de leurs poumons dans un rugissement guttural et grondant. L'aspect peut-être le plus surprenant de leur vie sociale est leur soin maternel. Après l'accouplement, la femelle construit un nid de végétation et de boue sur la berge. Elle le garde férocement pendant 365 jours, repoussant les prédateurs. Lorsque les œufs commencent à éclore, les jeunes crocodiles émettent des pépiments aigus depuis les coquilles. C'est le signal de la mère. Elle déterre doucement le nid et dans une démonstration d'une tendresse incroyable, elle utilise ses mâchoires cataclysmiques pour ramasser délicatement les nouveau-nés et les transporter en toute sécurité jusqu'à l'eau. Elle gardera ses jeunes pendant des semaines ou des mois, une protectrice féroce née d'une lignée de survivants. Le crocodile a survécu aux dinosaures. Il a survécu aux ères glaciaires et aux impacts d'astéroïdes. C'est un monument à un design qui a réussi. Mais son monde antique est maintenant en train de rétrécir. Les rivières qui sont son élixir de vie sont endiguées, détournées et polluées. Les berges où il niche sont développées. Cette créature intemporelle, maître de l'attente, est maintenant confrontée à une menace qui ne se dirige pas simplement vers l'eau. C'est un changement insidieux et omniprésent de tout son monde. Combien de temps cette ancienne dynastie peut-elle durer lorsque les eaux qui définissaient son règne sont empoisonnées par la main impatiente de l'homme ? Du gardien patient et à sang-froid de la rivière, notre voyage nous ramène maintenant au monde du sang chaud, mais avec une différence profonde. Nous quittons les artères confinées de la Terre et plongeons dans le vaste cœur bleu de la planète, l'océan ouvert. Ici, un autre prédateur règne, partageant la nécessité de l'ours polaire d'avoir un four interne, mais ayant élaboré une solution au défi de la survie qui est radicalement différente. La dominance n'est pas atteinte ici par la patience solitaire ou l'embuscade brutale, mais par le génie collectif, par la communication et par la culture. C'est le royaume de l'orque, une créature dont l'esprit peut être aussi vaste que son corps. L'orque, Orcinus orca, vit dans un monde qui essaie constamment de lui voler sa chaleur. L'eau draine la chaleur d'un corps 25 fois plus vite que l'air, une agression thermodynamique incessante. Pour survivre dans des environnements allant du tropical au polaire, l'orque doit être un enfer métabolique, un four hydrodynamique élancé enveloppé dans une épaisse couche de graisse isolante. Cette production de chaleur constante exige un apport calorique énorme, forçant l'orque dans une vie de mouvement et de chasse perpétuelle. Contrairement à l'ours polaire, il ne peut pas s'arrêter et se reposer longtemps. Se reposer, c'est avoir froid. Se reposer,
s'écouler. Il doit rester en mouvement, une danse éternelle de la survie. Vous pensez entendre un groupe de baleines, n'est-ce pas? Mais si vous écoutiez en réalité les échos mourants d'une civilisation? Chacun de ces groupes a un dialecte unique, une culture sonore transmise de grand-mère à petit enfant. C'est ainsi qu'ils enseignent, chassent et maintiennent leur identité. Cette nécessité a conduit à l'une des adaptations évolutives les plus incroyables du règne animal, le sommeil lent uni-hémisphérique. Un orque ne dort jamais vraiment. Il repose une moitié de son cerveau à la fois, tandis que l'autre moitié reste alerte, gérant sa respiration, le maintenant en train de nager et surveillant les dangers. C'est une créature qui n'est littéralement jamais sur ses gardes. Sa conscience est une bougie vacillante qui ne s'éteint jamais. Cet état permet au groupe de continuer à voyager et de rester cohérent même au repos, une adaptation cruciale pour la vie dans un océan sans fin et tridimensionnel. Pour naviguer dans cet océan sans fin, l'orque perçoit son monde non pas par la vue, mais par le son. Pour l'orque, ce n'est pas seulement un moyen de communication, mais la trame même de sa réalité. Son sens principal est l'ouïe. Il navigue et chasse en utilisant l'écholocation, émettant une série de clics à haute fréquence à partir d'une structure dans son front appelée le melon. Ces clics voyagent à travers l'eau, rebondissent sur les objets, et les échos de retour sont reçus par sa mâchoire inférieure qui transmet les vibrations à son oreille interne. Ce processus crée une image acoustique détaillée de leur monde, leur permettant de localiser une proie dans l'obscurité totale ou dans une eau trouble avec une précision étonnante. Mais leur utilisation du son va bien au-delà de la simple navigation. C'est le fondement de leur culture. Chaque groupe d'orques a son propre dialecte unique, un répertoire complexe d'appels, de sifflements et de sons pulsés qui sont distincts de tout autre groupe, même ceux de la même région. Ce ne sont pas de simples cris instinctifs. Ce sont des traditions apprises, transmises de mère en petit à travers les générations. Un jeune orque apprend le dialecte spécifique de sa famille, une signature sonore qui les unit et définit leur identité. C'est si spécifique que les scientifiques peuvent identifier différents groupes et familles uniquement en se basant sur leurs appels acoustiques. Ce ne sont pas seulement un groupe d'animaux, ils sont une culture définie par une langue partagée. Cette culture est exprimée de manière la plus vivante dans la chasse. Les stratégies de chasse des orques sont parmi les plus sophistiquées et intelligentes du règne animal, adaptées à des proies spécifiques et à des environnements spécifiques et transmises comme un savoir culturel. Ce ne sont pas des comportements innés, ce sont des techniques apprises. Dans l'Antarctique, certains groupes ont perfectionné l'art du lavage par vague. Un groupe d'orques localisera un phoque se reposant sur un morceau de glace. Ils nageront ensuite en formation parfaite, un mur coordonné de noir et blanc pour créer une puissante vague qui déferle sur la glace, faisant tomber le phoque sans défense dans l'eau et dans leurs mâchoires qui l'attendent. Dans les eaux au large de la Norvège, d'autres groupes ont développé le piège à poissons. Ils rassembleront de vastes bancs de harengs en une boule compacte près de la surface, tournant et faisant scintiller leurs faces inférieures blanches pour contenir les poissons. Ensuite, un par un, ils frapperont la boule avec leur queue puissante, étourdissant les poissons et les mangeant à leur guise. Les plus étonnantes sont peut-être les attaques coordonnées sur les petits de grandes baleines. Un groupe travaillera ensemble pendant des heures, poursuivant sans relâche une mère baleine et son petit. Ils les harcèleront, sépareront le petit et l'empêcheront de faire surface pour respirer. C'est un effort intense, intelligent et très coopératif qui nécessite de la communication, de la planification et une compréhension profonde du comportement de leur proie. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement de l'instinct. Cette transmission d'idées est rendue possible par le fondement de la société des orques, le groupe matrilinéaire. Toute
tourne autour de la plus ancienne femelle, la matriarche. Ses petits et les petits de ses filles resteront avec elle pendant toute leur vie. Les mâles ne quittent jamais le côté de leur mère, une structure sociale presque unique dans le règne animal. La matriarche est le dépositaire des connaissances du groupe. Elle est la bibliothèque vivante. Elle connaît les meilleurs terrains de chasse, les routes migratoires de leurs proies, les emplacements des parcours de poissons saisonniers et les anciennes traditions de leur famille. Sa longue expérience de vie, les femelles peuvent vivre plus de 90 ans, est le plus grand atout du groupe. Des études ont montré que les taux de survie d'un groupe augmentent de façon spectaculaire lorsqu'une matriarche post-ménopausée et expérimentée est présente pour les diriger, surtout en période de pénurie de nourriture. Quand elle meurt, son savoir pourrait mourir avec elle, une perte catastrophique pour toute la lignée. Cette structure sociale, construite sur la sagesse des anciens et des liens familiaux à vie, est un témoignage de leur intelligence profonde. Mais cette culture complexe, cette symphonie des profondeurs, est fragile. Les océans deviennent plus bruyants. Le bruit constant du transport maritime, du sonar et de l'activité industrielle noie les appels subtils qui unissent les groupes, interférant avec leur capacité à chasser et à communiquer. C'est comme essayer d'avoir une conversation dans une usine bruyante. Les polluants chimiques, comme les biphényles polychlorés et les retardateurs de flamme, s'accumulent dans leur graisse, atteignant des niveaux toxiques qui les empoisonnent de l'intérieur et sont transmis de mère à petit par leur lait, compromettant leur système immunitaire et leur santé reproductive. Leurs proies disparaissent. Les parcours de saumon se réduisent et les stocks de harengs s'effondrent en raison de la surpêche et de la destruction de l'habitat. L'orque, une créature d'une telle immense puissance et intelligence, est maintenant confrontée à une menace qu'elle ne peut pas déjouer ou vaincre. Une menace qui est silencieuse, invisible et omniprésente. Il nous reste à nous demander ce qui arrive à une culture lorsque son monde devient silencieux, ce qui arrive lorsqu'une chanson qui a fait écho à travers les générations s'estompe dans le bruit. La symphonie d'intelligence collective de l'océan s'estompe alors que nous nous retirons dans les confins ombragés de la jungle asiatique. Ici, le pouvoir n'est pas partagé, il est exercé par un seul fantôme rayé. C'est une créature qui partage le métabolisme à sang chaud de l'orque, ses besoins énergétiques massifs, mais son chemin vers la domination est celui d'une profonde solitude. C'est un règne écrit dans le silence et la force soudaine et explosive, une vie passée à marcher sur le fil du rasoir entre la faim et la survie. Nous sommes dans le royaume du tigre, Panthera tigris, le plus grand de tous les chats, une fournaise ardente enveloppée d'ombre et de rayures. Comme tous les grands mammifères, le tigre est prisonnier de son propre métabolisme. La fournaise à l'intérieur doit être constamment alimentée pour alimenter sa massive et musclée carcasse qui peut dépasser 300 kg chez les plus grandes sous-espèces. Un tigre adulte peut avoir besoin de consommer plus de 50 grandes proies par an, cerfs sans barre, sangliers sauvages, gaures ou buffles, pour se maintenir. Ce besoin vorace de carburant dicte toute son existence. Il a besoin d'un vaste territoire, d'un royaume qui lui est propre et qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés pour assurer un approvisionnement constant en nourriture. La vie du tigre est une patrouille solitaire et incessante de ces vastes frontières, une recherche constante et silencieuse du prochain repas qui empêchera son feu intérieur de s'éteindre. L'échec n'est pas une option. Un tigre qui ne peut pas chasser avec succès pendant quelques semaines est un tigre qui mourra de faim. Tout le monde imagine que le plus grand rival du tigre est un autre prédateur, une force de la nature aussi puissante que lui-même. Mais si sa véritable perte était quelque chose que vous pouvez acheter pour 2 $ dans une quincaillerie, le rugissement d'un tigre peut secouer l'âme de la jungle, mais il est complètement réduit au silence par le silencieux « affra » d'un collet.
Son pelage emblématique n'est pas une déclaration de beauté, mais un outil pour la chasse. Les rayures verticales, si frappantes dans un zoo, sont un chef-d'œuvre de camouflage connu sous le nom de coloration disruptive. Dans les hautes herbes, ou la lumière tachetée du sol de la forêt, le motif brise la silhouette du tigre, rendant le prédateur massif presque invisible. C'est un fantôme dans les arbres, une créature qui peut se fondre dans l'arrière-plan, ne faisant qu'un avec la lumière et l'ombre. Contrairement à la plupart des félins, le tigre est un puissant nageur et adore l'eau, se prélassant souvent dans les piscines et les cours d'eau pour échapper à la chaleur accablante de la journée. Pour le tigre, l'eau n'est pas une barrière, mais une extension de son domaine, un endroit pour se rafraîchir, voyager et même chasser. Armé de ce camouflage magistral, le tigre incarne l'art du prédateur qui traque et tend des embuscades. La chasse est un chef-d'œuvre lent et méthodique de furtivité, de patience et de puissance contrôlée. Un tigre peut passer des heures à traquer sa proie, utilisant chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque ombre comme couverture. Il se déplace avec un silence déconcertant pour un animal de sa taille, posant ses grandes pattes rembourrées de fourrure avec un soin délibéré pour éviter de casser une brindille ou de faire bruire une feuille. Ses moustaches agissent comme des capteurs sensibles, l'aidant à naviguer à travers des sous-bois denses dans l'obscurité quasi totale, sans faire de bruit. L'approche finale est une rampe lente et agonisante, son corps tendu, ses muscles enroulés comme un ressort, tout son être concentré sur le seul moment de l'attaque. Lorsqu'il est à une distance de frappe, généralement d'environ 10 à 20 mètres, il libère une explosion de vitesse dévastatrice. La charge est courte mais incroyablement puissante, un flou d'orange et de noir qui peut couvrir la distance en 1 ou 2 secondes. Il vise à déséquilibrer la proie en utilisant son immense poids et son élan. Le coup final est rapide et précis, un acte d'une efficacité puissante. Pour les grandes proies, le tigre serre ses mâchoires sur la gorge, utilisant ses puissants muscles de la mâchoire et ses longues canines pour étouffer l'animal. Pour les proies plus petites, une seule morsure puissante à la nuque sectionne la moelle épinière, mettant fin à la lutte instantanément. Après une chasse réussie, le tigre traînera souvent son prix, qui peut peser plus que lui-même, jusqu'à un endroit isolé pour se nourrir. Il se gorgera, consommant jusqu'à 40 kg de viande en une seule fois, avant de recouvrir les restes de feuilles et de saleté pour les cacher des charognards, comme les chacals et les vautours. Il peut retourner à la carcasse pendant plusieurs jours, se nourrissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os. Le temps entre ces grands repas est une période de recherche constante et silencieuse, une patrouille incessante de son domaine. Cette patrouille définit un royaume de parfums et de solitude, communiqué non pas par le son ou la vue, mais par un langage écrit sur le paysage. Un tigre marque son territoire en pulvérisant de l'urine et des sécrétions glandulaires sur les arbres et les rochers, et en laissant de profondes marques de griffes sur les troncs d'arbres. Ces marqueurs sont une déclaration de propriété, un signe interdiction d'entrée pour les rivaux et une publicité personnelle pour les partenaires potentiels. Ils transmettent des informations sur l'identité, le genre et l'état de reproduction du tigre. Les rencontres entre tigres sont rares et pleines de tension. Alors qu'un mâle et une femelle peuvent se retrouver brièvement et amicalement pour s'accoupler et qu'une mère consacrera 2 ans de sa vie à élever ses petits, la vie adulte est vécue seule. Les petits, généralement 2 ou 3 dans une portée, naissent aveugles et impuissants dans une tanière cachée. Pendant les 2 prochaines années, leur mère est leur seule pourvoyeuse et protectrice. Elle doit chasser non seulement pour elle-même, mais pour eux. Un énorme fardeau énergétique qui l'oblige à réussir ses chasses 2 fois plus. C'est un programme d'études de silence, de furtivité et de précision efficace. S'ils apprennent bien, ils partiront finalement pour trouver leur propre territoire. Sinon, ils périront. Mais ce souverain solitaire s'efface du monde. Sa fournaise ardente s'éteint, non pas par un prédateur rival, mais par l'expansion incessante d'un monde qui n'a plus de place pour les fantômes. Ses forêts sont coupées pour le bois et l'agriculture.
fragmentant son vaste royaume en poches isolées où il ne peut pas trouver assez de nourriture ou de partenaires. Ses proies disparaissent en raison de la surchasse par les humains, et il est chassé sans relâche par les braconniers pour sa peau, ses os et ses parties du corps, alimentant un marché noir qui l'a poussé au bord de l'extinction. Le fantôme rayé est maintenant piégé. Un monarque solitaire dans un royaume qui rétrécit, un symbole ardent de sauvagerie dans un monde qui est rapidement en train d'être apprivoisé. Son rugissement, un son qui peut voyager sur des kilomètres et qui résonnait autrefois à travers les forêts d'Asie, s'estompe. Et nous sommes obligés de nous demander, qu'est-ce qu'un monde sans ces grands monstres, ces chasseurs silencieux, ces esprits brillants et ardents? De la combustion à haute énergie du chasseur rayé, le parfum du pain et de la terre sèche s'estompe, remplacé par l'odeur de la pourriture humide et d'une humidité épaisse et écœurante. Nous descendons maintenant du monde de la fournaise interne, dans un royaume de conservation absolue, un endroit qui fonctionne à une échelle de temps que le tigre ne pourrait jamais se permettre. Nous laissons le monde du sang chaud derrière nous pour retourner à l'étreinte froide et patiente du reptile. Mais nous allons plus loin cette fois-ci, dans un monde de ténèbres, d'eau et de silence suffocant où la ligne entre la créature vivante et le paysage inanimé se brouille en rien. Ici, enroulé sous la surface noire et tanné d'un marais sud-américain, attend un prédateur dont la puissance ne vient pas de la chaleur et de la vitesse, mais de la patience, de l'eau et d'une pression inexorable et suffocante. C'est le monde de l'anaconda, une créature qui semble appartenir plus au mythe qu'à la biologie. Une question silencieuse qui attend dans l'eau sombre. Et la question qu'elle pose est profonde. Comment un animal qui bouge à peine, qui peut rester immobile pendant des semaines, devient-il l'un des prédateurs les plus puissants et les plus redoutés de la planète? Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. L'anaconda n'écrase pas simplement sa proie à mort. Alors quel est le vrai secret, bien plus terrifiant, de son pouvoir? Il est un maître de l'hémodynamique. À chaque compression, il sent le pouls de sa victime et coupe précisément le flux sanguin vers le cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral massif et instantané. La réponse commence par un rejet fondamental des principes énergétiques qui régissent une grande partie de la vie. L'anaconda vert, Eunectes murinus, est un maître de l'efficacité ectotherme, un style de vie d'économie biologique poussé à son extrême le plus logique et le plus terrifiant. Plus lourd que n'importe quel autre serpent au monde, c'est une créature de muscles purs et condensés qui ne dépense presque pas d'énergie pour exister. Contrairement aux mammifères que nous avons rencontrés, il ne transporte pas de feu métabolique en lui. Au lieu de cela, comme le crocodile, il externalise sa chaleur à l'environnement. Mais sa stratégie est encore plus raffinée. Son style de vie très aquatique permet un niveau de conservation inégalé. L'eau, avec son immense masse thermique, change de température beaucoup plus lentement que l'air, offrant une couverture stable et isolée qui protège le serpent des fluctuations de température du monde terrestre qui épuisent l'énergie. L'anaconda passe la majeure partie de sa vie submergée dans les rivières à débit lent et les forêts inondées des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, une bûche vivante dans le marais, impossible à distinguer des débris submergés qui l'entourent. Ses yeux et ses narines sont perchés au sommet de sa tête, une disposition en périscope qui lui permet de voir et de respirer, tandis que tout son corps massif reste un secret caché à quelques centimètres sous la surface. C'est une créature qui a perfectionné l'art de ne pas être là. Son métabolisme est l'un des plus lents de tous les vertébrés, une antithèse absolue des exigences énergétiques voraces du tigre ou de l'ours polaire. Cette économie biologique est la clé absolue de sa survie et de sa taille. Un animal qui ne brûle pas de carburant pour rester au chaud peut investir toutes ses ressources dans la croissance.
Cela permet à l'anaconda d'atteindre son immense masse, un corps qui est presque entièrement une arme. Après avoir consommé un grand repas, un capybara, un caïman, même un tapir ou un cerf qui s'est aventuré trop près du bord de l'eau, un anaconda peut rester des mois, parfois plus d'un an, sans manger à nouveau. Il trouvera un endroit isolé et tranquille dans l'eau profonde ou une berge boueuse et attendra simplement. Mais cette profonde immobilité est une grande supercherie. À l'extérieur, il est inerte. À l'intérieur, un miracle biologique se déroule. Pour traiter une telle afflux massif de protéines et de graisses, le taux métabolique du serpent monte en flèche jusqu'à 40 fois son état de repos. C'est la réponse physiologique post-repas la plus extrême jamais enregistrée chez un vertébré. Ses organes même, dormants et rétrécis pendant le long jeûne, subissent une transformation radicale et rapide. Le cœur peut augmenter de 40% en masse pour pomper le sang nécessaire. Le foie et les intestins peuvent plus que doubler de taille pour produire les enzymes et absorber les nutriments. Pendant des jours ou des semaines, ce n'est pas un prédateur, mais un vaisseau digestif vivant et respirant. Pendant ce temps, il est incroyablement vulnérable, alourdi, lent, avec toutes ses ressources biologiques consacrées à cette tâche interne monumentale, il est à la merci de son environnement. Un grand caïman ou un jaguar, le seul autre prédateur dans ce domaine qui pourrait constituer une menace, trouverait une victime facile. C'est un pari à une échelle épique, un pari que son camouflage et son isolement tiendront pendant que son corps accomplit ce miracle de déconstruction. Cet état d'impuissance totale soulève la question qui définit son existence. Comment une créature qui passe tant de sa vie dans un état aussi vulnérable parvient-elle à s'assurer un repas aussi grand et dangereux en premier lieu? La réponse réside dans une embuscade d'une finalité terrifiante et absolue. L'anaconda ne poursuit pas. Il devient l'endroit où la chasse se termine. Allongé au bord de l'eau, sa peau vert olive marbrée de taches noires est une parfaite imitation de la boue ensoleillée et des feuilles en décomposition. C'est moins un animal qu'une partie de la texture du paysage. Tout son corps est une antenne, à l'écoute des vibrations subtiles dans l'eau et le sol, détectant les pas rythmiques d'un animal qui s'approche. Il goûte l'eau constamment, sa langue fourchue clignotant et sortant, délivrant des molécules d'odeur à l'organe de Jacobson sur le toit de sa bouche, construisant une carte chimique de son environnement. Au fur et à mesure que sa proie se rapproche, les fosses, sensibles à la chaleur le long de sa mâchoire, entrent en jeu, lui permettant de voir un fantôme thermique, une forme chaude se déplaçant contre l'arrière-plan plus frais de la nuit de la jungle. Il attend et attend. La patience est son arme principale, un outil affûté par des millions d'années d'évolution. Mais la patience n'est que la moitié de l'équation. Que se passe-t-il lorsque l'attente est terminée? Le coup est une explosion de vitesse qui brise la tranquillité du marais, un dénouement soudain et violent d'une immense puissance qui semble impossible de la part d'un animal si récemment inerte. En une fraction de seconde, il saisit l'animal dans ses mâchoires, qui ne sont pas conçues pour mâcher ou déchirer, mais simplement pour tenir. Elles sont bordées de rangées de dents pointues et courbées vers l'arrière qui agissent comme des grappins vivants. La morsure initiale n'est que l'encre. Instantanément, l'anaconda enroule ses bobines musculaires autour du torse de sa victime. Ce n'est pas une simple étreinte brute et brutale. C'est une application sophistiquée et horriblement efficace de la pression. La croyance populaire est que la constriction agit par suffocation, une fin lente et agonisante. La réalité physiologique est à la fois plus rapide et infiniment plus dévastatrice. Alors que le serpent resserre ses bobines, il est très sensible au corps de la proie. Il peut sentir le rythme cardiaque frénétique, la montée et la descente désespérée de la poitrine. À chaque expiration, alors que la cavité thoracique de la victime se rétrécit momentanément, le serpent resserre son emprise, reprenant le mou et empêchant la prochaine respiration d'être complètement tirée. Mais sa véritable cible est le système circulatoire. L'immense pression exercée par les muscles du serpent submerge la pression artérielle de la victime.
Il serre les artères et les veines, arrêtant le flux sanguin vers le cerveau et les organes vitaux. Le cœur, luttant contre cette force externe impossible, est incapable de pomper. La fin arrive en quelques minutes, non pas par manque d'air, mais par un accident vasculaire cérébral massif et un arrêt cardiaque catastrophique, un arrêt circulatoire complet et irréversible. Une fois la proie maîtrisée, un défi encore plus incroyable commence. Comment consommer une créature qui est souvent plus large que sa propre tête? La réponse réside dans l'architecture unique du crâne de serpent. Sa mâchoire n'est pas une seule unité solide comme la nôtre. Elle est reliée par des ligaments très élastiques et se compose d'os qui peuvent se déplacer indépendamment les uns des autres. Il déboîte sa mâchoire, étirant sa bouche à un degré incroyable et commence ensuite à avaler sa proie massive entière. Il utilise ses os de mâchoire indépendants pour marcher lentement sa tête sur le corps de la proie, un côté tirant vers l'avant, tandis que l'autre s'ancre. Ce processus peut prendre des heures, une ingestion lente et méthodique. Tout au long de ce temps, il doit continuer à respirer. Pour ce faire, il peut étendre sa glotte, l'ouverture de sa trachée, du bas de sa bouche vers l'avant, comme un tuba biologique, ce qui lui permet d'aspirer de l'air même si sa gorge est complètement remplie de son repas. Ensuite, encombré, déformé et vulnérable une fois de plus, il se retirera dans la sécurité apparente de l'eau pour commencer le long, lent et dangereux processus de digestion. Pendant presque toute sa vie, l'anaconda est un fantôme du marais, une créature d'une profonde solitude. Il interagit avec d'autres de son espèce pour une seule raison, s'accoupler. Cette impulsion singulière donne lieu à l'un des événements les plus bizarres et spectaculaires du monde naturel, la boule de reproduction. Pendant la saison des amours, une femelle, déjà beaucoup plus grande que n'importe quel mâle qu'elle rencontrera, laissera une trace de phéromones dans l'eau, une convocation chimique irrésistible. Des mâles de tout le territoire convergeront vers elle, attirés par une odeur qu'ils ne peuvent ignorer. Ils forment un nœud de corps qui se tord et bouillonne autour de la seule femelle centrale. Pas moins d'une douzaine de mâles plus petits peuvent s'enrouler autour d'elle, s'engageant dans un match de lutte au ralenti qui peut durer jusqu'à 1 mois. C'est un marathon d'endurance, car ils se disputent tous la chance de s'accoupler. Après l'accouplement, la femelle fait face à une période de gestation épuisante de 7 mois, au cours de laquelle elle sera trop chargée pour chasser et ne mangera pas du tout. Pour survivre à cet immense jeûne, elle a besoin d'une réserve d'énergie importante. La solution est souvent juste là, enroulée autour d'elle. Elle peut se retourner contre l'un de ses récents et plus petits prétendants, le maîtriser et le consommer. Il fournit une source de nutrition pratique et d'une importance capitale, un dernier grand repas pour la soutenir et pour ses descendants en développement. C'est un exemple frappant et intense de stratégie de survie, où un partenaire devient un repas, sa force vitale directement convertie en celle de la prochaine génération. La femelle donne finalement naissance à des dizaines de jeunes vivants, des répliques miniatures et parfaites d'elles-mêmes qui sont pleinement indépendantes dès le moment de leur naissance. Il n'y a pas de soins parentaux. Dès leur première respiration, ils sont seuls. Des chasseurs silencieux dans un monde dangereux, la plupart ne survivant pas à leur première année. L'anaconda est une créature de légende, une peur primordiale de l'obscurité et des profondeurs qui a pris forme. Mais le véritable monstre auquel il est confronté est la marche incessante du développement humain. Les vastes et anciennes zones humides d'Amérique du Sud sont asséchées pour l'agriculture. Le sang de son monde, les rivières, est pollué par l'exploitation minière et l'industrie. Ce géant énigmatique, maître d'un environnement vierge et ancien, disparaît avant même que nous puissions vraiment comprendre ses secrets. Alors que le souverain silencieux et patient du marais s'estompe, un autre prédateur prospère dans ces mêmes jungles, un chasseur qui a en quelque sorte réussi à marier la patience du reptile avec le feu métabolique du mammifère. Il a appris à maîtriser non seulement le sol de la forêt, mais la canopée au-dessus et les eaux sombres en dessous. Comment une telle chose est-elle possible?
La réponse traque les mêmes berges de rivière où l'anaconda attend, une ombre tachetée se déplaçant avec une confiance qui défie les éléments. C'est une créature de sang chaud et d'énergie brûlante, mais elle se déplace avec la fluidité silencieuse de l'eau elle-même. C'est un chasseur solitaire comme le tigre, mais il a fait du royaume aquatique du crocodile et de l'anaconda le sien. Dans les mêmes jungles où l'anaconda règne en maître de la pression d'en bas, ce chasseur est le prédateur suprême incontesté des Amériques. C'est le temps du jaguar, Panthera onca. C'est un chef-d'œuvre de puissance fonctionnelle, une synthèse parfaite de force et de polyvalence. Il partage les exigences métaboliques élevées du tigre, mais son corps est construit sur un plan différent et plus compact. Il est plus trapu, plus densément musclé, avec des membres plus courts et plus puissants. Son nom même, dérivé du mot tupi-guarani yaguara, signifie « celui qui prend sa proie en un seul saut ». Ce n'est pas une créature construite pour des courses de longue distance en plein sur les plaines, c'est un moteur de puissance explosive, conçu pour le combat rapproché dans des environnements denses et complexes. Son beau pelage de rosettes dorées, unique en ce sens qu'elles ont souvent un point central, offre un excellent camouflage dans la lumière tachetée et changeante de la forêt tropicale, en faisant un fantôme dans les sous-bois. Et plus que tout autre grand chat, il est inextricablement lié à l'eau. C'est un nageur exceptionnel, traversant facilement de grandes rivières et chassant activement dans l'eau. C'est une créature qui a refusé d'être limitée par un seul élément. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une forêt quand elle est en train de mourir? C'est le silence qui suit la disparition du jaguar. Ce chat n'est pas seulement le prédateur suprême, c'est la pierre angulaire qui maintient l'ensemble de l'arche de l'écosystème. En contrôlant les populations de proies, il dicte la santé de la végétation, ce qui à son tour affecte tout, jusqu'aux insectes. Cette puissance anatomique trouve son expression ultime dans son crâne et sa mâchoire. Le jaguar possède, par rapport à sa taille, la morsure la plus puissante de tous les félins sur Terre, une force assez forte pour rivaliser avec celle d'une hyène. Ses muscles de la mâchoire sont énormes, s'ancrant à un large crâne et lui permettant de chasser d'une manière qui est puissamment unique parmi les grands félins. Alors qu'un tigre attaque la gorge pour sectionner la colonne vertébrale ou étouffer, et qu'un lion serre souvent sa bouche sur le museau de sa proie, le jaguar emploie une méthode plus directe et choquante. Sa technique signature est une morsure délivrée directement à travers le crâne, ses massives canines perçant l'os pour pénétrer instantanément le cerveau. C'est un arrêt neurologique, une application de force précise et dévastatrice. Mais une arme aussi spécialisée, aussi extrême, n'est pas pour le spectacle. Quel genre de forteresse blindée nécessiterait une telle clé? Et que dit l'existence d'une telle arme sur le monde que ce prédateur a maîtrisé? Avant d'être un spécimen biologique, c'était un dieu. Dans les grandes civilisations des Mayas et des Aztèques, le jaguar était une figure centrale du pouvoir, de la divinité et du monde souterrain. C'était le compagnon spirituel des chamans, l'incarnation de la royauté et le seigneur de la nuit. Voir un jaguar, c'était voir dans le monde des esprits. Son pelage tacheté représentait les étoiles dans le ciel nocturne. C'était une créature qui pouvait se déplacer entre les mondes, le monde des vivants et des morts, la terre et l'eau, l'obscurité et la lumière. Cette profonde révérence culturelle témoigne de l'impact profond que cet animal a eu sur l'imagination humaine, un impact né de sa seule et indéniable prouesse. Cette prouesse est plus évidente dans son régime alimentaire, qui comprend plus de 85 espèces différentes. Le jaguar est le chasseur opportuniste ultime, un témoignage de son adaptabilité. Et cette incroyable force de morsure lui permet de s'attaquer à des animaux qui seraient totalement inaccessibles aux autres. Il peut écraser les coquilles épaisses et osseuses des tortues de rivière et des tortues de terre comme si elles étaient des coquilles d'œufs. Plus impressionnante encore, cela lui permet de percer la peau dure et blindée des caïmans.
attaquant souvent ces reptiles dans leur propre élément aquatique. Imaginez la scène, une traque silencieuse le long d'une berge de rivière boueuse, aboutissant non pas à une poursuite mais à un lancement explosif dans l'eau. Le jaguar, un mammifère terrestre, entre volontairement dans le domaine du reptile pour le défier. La lutte est une rafale de queues qui se débattent et de membres puissants, mais elle se termine souvent par cette morsure signature à l'arrière du crâne blindé, une ponction parfaite et fatale. C'est un chasseur qui a maîtrisé 3 écosystèmes distincts. Dans la canopée, il chassera habilement les singes et les paresseux. Sur le sol de la forêt, il traquera de grands tapirs, des troupeaux de pécaris et des cerfs. Et au bord de l'eau, il tendra des embuscades aux capybaras, le plus grand rongeur du monde, et comme nous l'avons vu, traînera des caïmans de 3 mètres hors de la rivière. Sa technique de chasse est une histoire familière de furtivité et d'embuscade perfectionnée. Comme le tigre, il ne poursuit pas. Il traque, se déplaçant avec une grâce silencieuse et délibérée qui dément sa puissance trapue. Il est la faim invisible, le fantôme des Amériques. Sa patience est légendaire. Il attendra pendant des heures dans un arbre surplombant un sentier de gibier ou une berge de rivière, un spectre silencieux et tacheté, attendant le moment parfait pour descendre sur sa proie sans méfiance. C'est un animal si insaisissable que beaucoup de gens qui vivent toute leur vie dans la jungle n'en verront jamais un. Le terrain dense et inaccessible qu'il appelle chez lui est son plus grand allié, le protégeant des yeux humains. Et comme le tigre, il mène une vie d'une profonde solitude. Son monde est défini par un vaste domaine vital, patrouillé et marqué par le même langage silencieux de parfums et de marques de griffes. Les rencontres sont rares et fugaces, principalement dans le but bref de s'accoupler. La mère élève seule ses 1 ou 2 petits, un apprentissage exténuant de 2 ans où elle doit transmettre la connaissance vaste et variée requise pour chasser dans un environnement aussi complexe et tridimensionnel. Elle doit leur apprendre quoi chasser, où chasser et comment faire une chasse réussie, un programme d'études qui s'étend aux arbres, au sol et à l'eau. Mais quel est le but ultime d'un tel fantôme ? Sa présence secrète sert-elle une fonction plus grande au-delà de sa propre survie magnifique? La réponse est que le jaguar est la pierre angulaire de son monde. C'est l'arche architecturale qui soutient toute la structure de son écosystème. En tant que prédateur suprême, il régule les populations d'innombrables autres espèces, maintenant la santé et l'équilibre de l'ensemble de la forêt tropicale. Sa présence est le signe d'un monde sain et fonctionnel. Mais son royaume est assiégé. L'Amazonie et d'autres habitats vitaux sont détruits à un rythme alarmant pour l'élevage de bétail, la culture du soja et l'exploitation forestière. Les rivières sont empoisonnées par le mercure provenant de l'exploitation aurifère illégale. Au fur et à mesure que les forêts se rétrécissent et se fragmentent, les jaguars sont forcés de se retrouver dans des îlots d'habitat de plus en plus petits et en contact plus étroit avec les humains et leur bétail, ce qui conduit à un conflit inévitable et fatal. Le fantôme des Amériques devient un véritable fantôme. Sa disparition ne serait pas seulement la perte d'une seule et belle espèce, ce serait un signal que l'ensemble du réseau complexe de la vie commence à se défaire. Le silence qu'un jaguar laisse derrière lui n'est pas vide. C'est le son d'un écosystème qui commence à mourir. Et cela nous amène à la vérité finale et terrifiante qui relie tous ces magnifiques chasseurs de la glace gelée du nord aux jungles étouffantes du sud. Leur vie quotidienne, bien que vécue sur des continents différents et dans des climats profondément différents, converge vers ce point unique et indéniable: la maîtrise absolue de leur environnement. Pourtant, leurs stratégies pour atteindre cette domination sont un reflet direct de leur physiologie de base, une histoire de 2 approches profondément différentes des défis de la vie. Les prédateurs à sang chaud, l'ours polaire, l'orque, le tigre et le jaguar, sont les enfants du feu. Ils mènent des vies de gestion proactive de l'énergie. Leurs métabolismes élevés sont des fournaises exigeantes qui doivent être constamment alimentées par des proies riches en calories.
Leurs journées sont un calcul incessant de l'énergie entrante par rapport à l'énergie sortante. Chaque action, chaque décision est pesée par rapport à son coût énergétique. La marche laborieuse et économe en énergie de l'ours polaire et son immobilité patiente à un trou de respiration. Les chasses sophistiquées et coopératives de l'orque et son incroyable capacité à laisser la moitié de son cerveau dormir à la fois. L'embuscade obsessive et furtive du tigre et les prouesses polyvalentes et opportunistes du jaguar sont toutes des stratégies conçues pour maximiser l'apport tout en minimisant les dépenses. Ce sont des existences définies par la poursuite incessante de carburant, une course contre le feu interne qui leur donne à la fois la vie et menace de les consumer. En contraste élémentaire et frappant, les crocodiles et les anacondas à sang-froid sont les enfants de la pierre et de l'eau. Ils pratiquent des vies de dépenses énergétiques réactives. Leur métabolisme faible et efficace leur accorde le luxe du temps, l'arme ultime dans leur arsenal. Ce sont des conservateurs suprêmes, leurs existences définies par une immobilité prolongée et un sens de l'attente presque géologique, ponctué par de brefs actes explosifs d'une puissance terrifiante. Ils chassent peu fréquemment parce que leur corps ne brûle pas de carburant pour la chaleur. Ils absorbent l'énergie dont ils ont besoin du soleil et de leur environnement. Leur patience n'est pas une tactique choisie, mais une nécessité physiologique et leur plus grande force. Ce sont des batteries vivantes, se chargeant lentement dans la chaleur, attendant le seul moment de décharger toute leur puissance stockée. Malgré ces différences fondamentales, du spécialiste au généraliste, du chasseur solitaire au stratège social, chacun est une solution parfaite aux défis de son monde. L'endurance isolée de l'ours polaire face à un froid engourdissant, l'intelligence collective de l'orque naviguant dans le vaste océan tridimensionnel, la patience reptilienne du crocodile au bord de la rivière, la furtivité rayée du tigre dans la lumière tachetée de la forêt, l'étreinte écrasante de l'anaconda dans les marais sombres, et les prouesses polyvalentes du jaguar à travers la jungle, la rivière et la canopée. Ce sont les souverains de leur royaume, leur routine quotidienne, un témoignage des divers chemins de l'évolution vers le même trône suprême. Pourtant, leurs anciens règnes n'ont jamais été aussi fragiles. Les fondations même de leur royaume s'effritent face à une seule espèce dominante qui a réécrit toutes les règles, la nôtre. La glace de l'ours polaire fond dans une mer où il ne peut pas chasser. L'océan de l'orque se remplit de nos poisons et de notre bruit assourdissant, brisant leur monde acoustique. Les rivières du crocodile et de l'anaconda sont endiguées et polluées, leurs marais asséchés pour les terres agricoles. Les forêts du tigre et du jaguar sont fragmentées et impitoyablement détruites, leur proie disparaissant et leur solitude essentielle brisée par notre empiètement. Ces prédateurs ultimes, les maîtres perfectionnés de leur domaine, n'ont aucune défense évolutive contre la perte d'habitat, le changement climatique et la persécution humaine. Leur futur ne dépendent plus de leur propre force, de leur propre ruse ou de leur propre pouvoir, mais de la santé de leur monde, un équilibre que nous seuls avons maintenant le pouvoir de préserver ou de briser pour toujours. Ils se dressent comme des symboles magnifiques et obsédants d'une sauvagerie que nous risquons de perdre, et leur destin, en fin de compte, sera la mesure du nôtre. Alors, qui est le véritable prédateur suprême dans cette histoire? C'est nous. Nous sommes le seul chasseur qui enfreint toutes les règles de la nature. La glace de l'ours, la forêt du tigre, l'océan de l'orque, leur royaume s'effondre sous notre ombre. En fin de compte, leur survie est le miroir le plus honnête que nous ayons.